Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores, et oui Kevin seulement, généralement les reviews c'est plutôt à deux, il se trouve qu'on a fait la vidéo, et il y a eu une petite erreur technique qui fait que du coup la vidéo n'a pas été enregistrée. Et je me retrouve donc à la refaire seul, donc bien évidemment je vais aussi reprendre point par point les éléments que Xavier a mentionnés quand il était avec moi pour vous fournir une opinion un peu plus, comment dirais-je, englobante, de ses opinions ainsi que des miennes, d'autant qu'il y avait quelques petits points sur lesquels on n'était pas forcément raccord, donc je vais prendre soin de vous en parler également pour cette review donc de Fractured Sky que vous voyez ici, campagne actuellement en cours de financement sur Kickstarter, le nouveau projet de Ivy Studio, nouveau entre guillemets, parce qu'en réalité c'est un jeu qui a déjà connu une première campagne il y a de ça quelques temps et qui revient pour une extension ainsi qu'une localisation en français ainsi qu'en allemand si mes souvenirs sont bons. Quoi qu'il en soit, Fractured Sky, je vous renvoie d'ailleurs tout de suite, avant de continuer, vous reverrez ça dans le coin supérieur droit de votre écran, l'expli party que l'on va poster plus ou moins en même temps que la review, pour vous donner un aperçu un peu plus global, un peu plus détaillé, un peu plus précis pour ceux qui seraient intéressés, pour une partie à 2 joueurs, sachant que Fractured Sky vous permettra de jouer de 1 à 5 joueurs, mais que si vous jouez en solo ou à 2 joueurs, vous aurez besoin d'une IA. J'ai apposé ici les quelques petits éléments de jeu nécessaires pour justement l'intelligence artificielle pour pouvoir y jouer seul ou à 2. À partir de 3, vous n'aurez bien évidemment plus besoin d'IA, sachant que si vous jouez à 4 ou 5, il y aura aussi une deuxième phase du plateau avec 2 emplacements supplémentaires. Alors dans Fractured Sky, bon, soyons tout à fait honnêtes, la thématique, on s'en fout un petit peu, mais en gros, une étoile a explosé, il y a une sorte de divinité qui a été réveillée par l'événement et donc il vous commissionne pour aller chercher les éclats de la dite étoile pour renvoyer un petit peu le bordel de là où ça vient, et donc vous êtes un peu ces fameux érudits qui avaient pour mission d'aller chercher les petits éclats d'étoiles au sein des 8 ou 10 régions disponibles sur la 4, 8 si vous jouez solo ou à 2, 10 si vous jouez à 4 ou 5, donc pardon excusez-moi, 8 régions c'est pour jouer à 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 10 régions si vous jouez à 4 ou 5 personnes. Ça va changer pas mal de choses, attention là-dessus. Alors donc, Fractured Sky, il s'agit d'un jeu de... Allez, ça va aller vite, mais on va dire de majorité, donc de contrôle de territoire, avec une majorité en fonction du nombre d'unités que vous allez envoyer avec vos vaisseaux, on va dire, vos vaisseaux volants, auxquels vous allez attacher également une valeur. C'est pour ça aussi que j'ai mis un plateau dans votre direction et un autre dans une configuration plus classique. En réalité, vous allez avoir un écran qui vous permet de cacher les unités qui se trouvent derrière. Et vous allez avoir aussi donc des vaisseaux que vous pourrez donc envoyer sur le plateau principal, sur donc les 8 ou 10 régions. Les régions en question vont permettre aussi de potentiellement récupérer donc ce qui est en fait les points de victoire de ce jeu, à savoir donc les petits éclats d'étoiles, mais également en fonction de votre position et des combats qui vont avoir lieu sur chacune des régions, des ressources afférentes aux régions en question. Chacune des régions ayant un assemblage de ressources légèrement différentes de l'une à l'autre. Alors, dans le jeu, en fait, on va avoir des choses relativement simples à faire en réalité. Vous allez voir que le set de règles pour ce qui est de Fractured Sky est en réalité relativement simple et accessible. C'est certainement le jeu le plus accessible de Ivy Studio à ce jour. On a en réalité 4 choses à faire par tour. Ça ne veut pas dire que le jeu est simple, on est plutôt sur un jeu initié parce que les choix vont être cornéliens, et surtout parce que la gestion des ressources entre l'or, l'acier et le bois va être hyper tendue. A votre tour, ce que vous allez pouvoir faire éventuellement, une des actions principales, c'est parmi vos 3 vaisseaux, choper un de vos vaisseaux et aller chercher une des forces, donc des jetons d'unité qui vont de 0 à 10, de 0, et ensuite un de chaque unité jusqu'de 1 à 10, avec, vous verrez plus tard, le 1 et le 10 avec un liseré de couleurs légèrement différents, on va en reparler plus tard. Donc vous allez choisir votre vaisseau, vous allez choisir un des jetons, et vous allez simplement aller le poser sur une des régions. Si vous êtes le premier, vous allez également prendre une carte qui se trouve ici, mais ça aussi, on en reparle un tout petit peu plus tard. Ensuite, autre action que vous pouvez accomplir moyennant finance, en payant des ressources nécessaires, vous pourrez construire un marché, vous pourrez construire une forteresse, ou vous pourrez construire des petits navires subalternes, plus petits on va dire. Le marché et la forteresse vont être amenés à rester tour après tour sur le plateau, vous permettant d'avoir
plus d'options, mais également plus de puissance pour les tours à venir. Le marché va vous permettre d'obtenir plus de ressources à l'issue d'un combat si vous finissez deuxième ou troisième, par exemple même dire premier. Il s'agit simplement d'avoir un marché sur un emplacement qui sera connecté à différentes îles du plateau. Si vous avez un combat sur une île qui est connectée à l'un de vos marchés, vous allez prendre une ressource de la région en question, quoi qu'il arrive. Donc ça c'est plutôt très cool, parce qu'encore une fois, les ressources seront très ténues. La forteresse, elle, vous allez la placer de la même manière, sauf que cette forteresse, pour toutes les régions connectées à l'emplacement que vous avez choisi pour l'y placer, vous allez gagner plus 1 en force de frappe, tout simplement. Donc si je place ici par exemple mon jeton de 7, si j'ai également cette forteresse ici et cette forteresse là qui sont connectées à cette région qui s'appelle le Dreadful Desert, je ne vais pas avoir 7 mais 9 points de force de frappe. Donc c'est super intéressant aussi, même si ça coûte très cher à produire. Et puis finalement, le petit skimmer, donc le petit vaisseau subalterne, on va dire, que vous allez pouvoir placer sur une région où vous avez un vaisseau amiral, on va dire, pour lui ajouter un petit point de puissance momentanée. Par contre, en revanche, contrairement au marché et à la forteresse, ils vont tous dégager et revenir dans votre réserve. Il faudra donc repayer pour les replacer au tour suivant. Donc ça aussi, on va pas forcément en placer tous les tours parce que ça coûte cher et que ça revient chez nous par la suite, donc c'est un peu du one shot. Attention à ça. Ensuite, donc ça, donc je le disais, la première action, placer votre vaisseau avec une force de frappe en dessous. Ensuite, construire un marché, une forteresse ou donc une sorte de petit navire subalterne, on va dire. Ensuite, ce que vous pourrez faire, toujours moyennant finance, encore une fois, en payant des ressources, vous pourrez aller jeter un œil à ce plateau que vous voyez ici. La partie supérieure, il s'agit d'objectifs communs pour chacun des 5 tours de jeu que vous allez pouvoir donc parcourir au cours d'une partie. Le premier tour, donc la première mission sera valable uniquement à la fin du premier tour. Une fois qu'elle est résolue, on n'y touche plus. Deuxième tour, troisième tour, quatrième tour, cinquième tour. Et donc, bien sûr, vous les voyez, elles sont face cachée. Ce que je vais pouvoir faire, c'est dépenser des ressources pour ensuite pouvoir placer un des cubes qui m'appartiennent dans l'emplacement réservé et je vais pouvoir aller regarder donc en avance ce que contient la carte de mission du tour actuel. Celle-ci par exemple me dit que je devrais avoir la plus grosse force de frappe sur telle ou telle région à l'issue du tour en question. Et si c'est le cas, je vais pouvoir gagner également un éclat d'étoiles pour cette mission. Il en va de même pour la partie basse du plateau, même si c'est un petit peu différent. Là encore, on va payer des ressources pour pouvoir jeter un œil également. Là, par exemple, j'ai décidé que je suis au tour 2, c'est pour ça qu'il y a 2 cartes. Troisième tour, il y aura 3 cartes. Quatrième tour, il y aura 4 cartes. Cinquième tour, il y aura donc 5 cartes. Qu'est-ce qui se passe dans cette rangée? Et bien simplement, au début de chaque tour, on va mettre donc une carte supplémentaire, donc 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Et il y a au total donc 8 ou 10 exemplaires, selon le nombre de régions en présence sur le plateau. Donc, vous aurez suivi 1, 2, 3 joueurs ou 4, 5 joueurs. Et donc, simplement, je vais payer donc, les ressources, je vais regarder la carte de mon choix, et ici, par exemple, je sais que durant le tour en cours, dans la région des Peaceful Plains, qui se trouve donc au nord, il y aura également un éclat d'étoiles qui, pour l'instant, n'est pas encore apparu sur le plateau, qui apparaîtra à la fin du tour, lorsque l'on révélera toutes les cartes. Donc j'aurai en gros connaissance avant les autres potentiellement de ce qui pourrait se produire et où ça pourra se produire, ce qui pourra aussi amener à du bluff potentiellement, ou non, à vous de voir également. Il y a aussi pas mal de mind game dans Fractured Sky. Également, si vous faites cette action, vous pouvez aussi potentiellement récupérer une ressource parmi les 2 disponibles dans la région que vous venez de voir. Autrement dit, dans la région que je viens de regarder, à savoir les Peaceful Plains, il y a du bois et de l'or, comme écrit sur la carte. Donc je peux prendre l'une ou l'autre des 2 ressources, mais si je le fais, je vais devoir placer un cube sur la ressource en question sur le petit plateau. Autrement dit, comme il n'y a que 3 ressources, si j'en prends une, je donne potentiellement une indication sur le type de région dont il pourrait s'agir. Chacune des ressources est présente en 4 unités sur le plateau principal, donc bon, je ne donne pas totalement l'information sur l'identité de la zone qui va accueillir un éclat d'étoiles, mais en revanche, je donne quand même une certaine indication. Et les autres joueurs vont pouvoir en faire autant. Donc bien évidemment, vous vous doutez bien que si un autre joueur a regardé la première carte et qu'il y avait également ce même type de ressources, il a déjà encore une région supplémentaire qu'il peut supprimer de sa réflexion et donc potentiellement déduire un petit peu la région que moi j'ai pu observer. Donc ça c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Ça c'est donc la 4e et dernière action que vous pouvez accomplir en gros.
Donc pour résumer, placer un bateau avec des unités de puissance, construire un marché, une forteresse ou un petit navire subalterne, regarder une mission commune, quel que soit le tour en cours. Vous pouvez regarder tout simplement la 5e mission dès le premier tour pour planifier longtemps à l'avance si vous le souhaitez, c'est tout à fait possible. Et puis enfin, donc payer des ressources pour aller regarder où seront plutôt au futur placés les éclats d'étoiles au cours du tour que l'on est en train d'effectuer. Voilà, ça fait donc 4 actions, c'est en réalité assez peu, mais les choix vont être cornéliens, les ressources sont très minces, très ténues, et du coup chaque choix va être vraiment cornélien et fatidique potentiellement également. En gros, on a fait à peu près le tour, il y a aussi quelques petites subtilités. Tout à l'heure, je vous ai parlé de placement de votre navire. Si vous le mettez en premier, si vous êtes le premier joueur à placer votre navire sur une région, vous allez recouvrir un petit logo et donc tirer une carte qui se trouve ici. Vous remarquez que c'est le même dos que les cartes qui se trouvent sur les cartes d'éclat d'étoiles cachées. Alors qu'en fait, si vous prenez une carte qui est ici, qui n'est pas encore placée parmi les futurs éclats d'étoiles, en fait, c'est tout simplement que c'est une région qui ne va donc pas en accueillir. Autrement dit, quand je prends cette carte, je sais que ce tour-ci, dans les Torrential Tropics, il n'y aura pas d'éclat d'étoiles, à moins qu'il ne s'agisse, sur la carte rouge du tour en cours, de l'éclat d'étoiles public. Car oui, à chaque tour, il y aura aussi un emplacement et un seul, où il y aura également un éclat d'étoiles depuis le début du tour. On le sait, il y aura forcément à chaque tour nécessairement un éclat d'étoile public dont tout le monde aura connaissance. Et potentiellement, ça pourrait être en doublon avec un des emplacements cachés également. Ça, c'est possible également. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. J'ai fait à peu près le tout. Je vais donc maintenant pouvoir passer au point habituel de nos reviews. Vous connaissez un petit peu la musique si vous êtes abonné à la chaîne depuis quelques temps. On fonctionne toujours sur le même principe, à savoir ce que l'on a aimé, ce que l'on a moins aimé, ce que vous pourriez ne pas aimer de votre côté également, avant de faire un petit bilan. Alors, qu'est-ce que nous avons aimé? Je parle encore au pluriel parce que, souvenez-vous, Xavier est absent, donc je fais la couverture pour les deux. Je suis un petit peu habité par Xavier en cette soirée de mai. Ce qu'on a aimé, d'abord, on peut tout de suite parler bien sûr de la qualité absolument folle de la production. Alors bien évidemment, nous, on a la Super Deluxe. Bien évidemment, si vous prenez la version standard, vous n'aurez pas la même qualité de production. Ça semble relativement logique, mais quel que soit le niveau de pledge que vous allez choisir, Avis Studio a pour habitude de faire du très beau boulot en termes de qualité de production. Sur la Super Deluxe, c'est vrai que bon, la présence est assez folle, chaque joueur va avoir son petit tray, encore une fois en anglais, son petit organiseur, son petit plateau personnel double voire triple couche, avec des miniatures pré-peintes et avec un petit magnet, un petit aimant qui va vous permettre d'aller choper justement les unités. Petit point que je n'ai pas encore mentionné d'ailleurs, je fais bien d'en parler, c'est que lorsque vous avez placé vos 3 navires sur le plateau central, bien évidemment vous vous doutez bien qu'on ne va pas mettre le 10, le 9 et le 8 pour envoyer tout le monde comme des gros bourrins. Non, vous avez un potentiel maximal de 10. Donc par exemple si je mets le 7 comme je l'ai fait tout à l'heure, je crois, oui c'est le 7, il me reste que 3 points à aller orienter dans d'autres régions. Alors évidemment il y a 2 zéros, ça c'est très bien pour du bluff. Il y a aussi un petit 1 avec un liseré blanc, tout comme le 10 avec un liseré blanc, qui vous permettront donc de faire du bluff. Parce que hop, si je me retrouve à prendre ça, vous voyez un liseré blanc, mais vous ne savez pas si c'est le 1 ou si c'est le 10. Et fondamentalement, en fonction de ce qu'on a fait auparavant, pour aller regarder les missions, pour aller regarder les éclats des étoiles qui vont apparaître au cours de ce tour, est-ce que je vais envoyer le 10 ou est-ce que je vais envoyer le 1 pour vous bluffer? Ça aussi c'est super intéressant de ce point de vue. Donc le matos est complètement fou, comme souvent c'est le cas avec Avis Studio, même si vous prenez la version standard, ce sera quand même du très bon matos, très bien produit. Ensuite, la patte de Avis Studio. Je suis assez fan pour l'instant, c'est vrai que Avis Studio, ils ont quand même ce luxe, cette habitude, cette compétence de vous produire des jeux au sein desquels vous allez retrouver des mécanismes que fondamentalement vous avez déjà vus un certain nombre de fois, donc en cela pas forcément original, mais toujours avec un petit twist qui vient rendre le jeu unique. Et encore une fois, c'est ce qu'ils ont réussi à faire avec Fractured Sky, comme ils avaient réussi avec Moonrakers, qui se basait sur des deck building relativement classiques, pour en faire un truc assez différent. Même chose pour Veiled Fate que vous voyez derrière moi, qui est un jeu de déduction sociale
qui est pourtant pas notre fort, Xavier et moi-même, et pourtant celui-ci on l'adore, parce qu'il y a toujours un petit twist, un petit truc qui fait que ça rend le jeu fondamentalement différent de cette catégorie de jeu à laquelle il est censé pourtant appartenir. Et ça c'est super intéressant. Dans le cas de Fractured Sky, c'est surtout au niveau de ce plateau, de ce double plateau avec les objectifs à long terme et les objectifs à court terme, cachés plus ou moins en fonction de ce que vous essayez de faire. Vous allez révéler une partie de ce qui peut être présent. L'aspect de bluff est super bien maîtrisé, le fait que vous ayez deux héros, que le 1 et le 10 c'est un petit liseré blanc et pas les autres, ça aussi c'est super intéressant. Bref, tactiquement, stratégiquement, le jeu est bien plus profond que le seul set de règles ne semble vouloir l'indiquer, puisque je vous l'ai dit, vous avez 4 actions potentiellement faisables à chaque tour, à plusieurs reprises dans chaque tour bien sûr, mais en gros, les sets de règles sont très très simples, mais les choix sont cornéliens, et ça c'est typiquement le genre de choses que j'adore. Ça fait typiquement partie de cette catégorie qu'on appelle les easy to learn, hard to master, donc les jeux très faciles à prendre en main, très accessibles, mais en revanche pour vraiment se faire la main pour devenir assez bon pour pouvoir espérer remporter une partie face à des joueurs qui eux ont un peu plus d'expérience, il va falloir galérer et apprendre et faire des choix qui potentiellement vont pas forcément s'avérer les meilleurs au début, mais après, lorsque l'on aura acquis un petit peu d'expérience, on pourra jouer de mieux en mieux. Autre chose que Xavier avait mentionné durant la review qui n'a finalement pas eu lieu, c'est l'utilisation de l'IA. Alors bon, clairement, de mon point de vue, c'est un jeu qui certainement sera bien plus, comment dirais-je, conséquent, sera bien meilleur, certainement à 3, 4, 5 joueurs physiques. Peut-être que mon point faible sera plutôt 3-4. Mon point faible, ça veut dire que le jeu sera meilleur. Hein. Pour moi, ça sera mon petit point faible, ce sera ma configuration préférée. Si vous voulez, 3-4, je pense, joueurs physiques. Mais ceci dit, comme Xavier le disait, l'IA est relativement facile à utiliser et elle est super maligne. Elle va avoir uniquement 3 jetons de valeur un petit peu comme les vôtres, mais avec une double valeur, une valeur élevée, une valeur faible. Elle va utiliser un petit deck de cartes hyper simples qui lui permettront de poser des marchés, des forteresses, des navires, en fonction de l'emplacement actuel des éclats d'étoiles, de là où il pourrait être, etc., des régions où il est le plus en mesure de l'emporter via les bâtiments qu'il a construits au préalable. Vraiment assez simple d'utilisation, même si potentiellement ça peut vous faire sortir un petit peu de votre réflexion, de votre stratégie, parce qu'il faudra donc le gérer, prendre quelques petites décisions en fonction de la configuration actuelle. Donc voilà, il faut le savoir, mais ça tourne très très bien et c'est très très malin, donc de ce point de vue-là, vraiment encore du très très bon boulot, même si encore une fois, fondamentalement, à mon avis, à 3, 4, 5 joueurs physiques, ce sera certainement plus plaisant, et il y aura certainement plus de tension également, puisque, bien évidemment, de par sa nature propre, l'IA, l'automaton, va prendre des décisions assez, comment dirais-je, scriptées, bien évidemment. Au-delà de ça, encore une fois, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Excusez-moi. Oui, la large variété de missions, donc il y en aura 5 par partie. Vous envoyez ici une trentaine, donc bien évidemment vous imaginez bien qu'il y aura quand même masse de missions, ce qui permet une certaine rejouabilité également. Ensuite le mind game qui est vachement plaisant de voir que après avoir checké l'endroit, l'emplacement potentiel d'un éclat d'étoile, le joueur va envoyer un de ses jetons dans une région. On va dire, est-ce qu'il y va pour le bluff, est-ce qu'il y aura véritablement un éclat d'étoile, pourquoi y va-t-il, vais-je y aller également, et avec quelle puissance, j'ai une forteresse à côté, est-ce que je peux prendre le risque, etc. Ça aussi c'est vraiment super sympa, et à mon avis à 3 ou 4 ça va être encore mieux, 3-4 joueurs physiques bien évidemment, même si encore une fois avec l'IA ça tournait très très bien. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Vraiment un jeu super enthousiasmant de ce point de vue-là, que j'ai beaucoup apprécié, alors que pourtant, vous le savez, hein, sur la chaîne Xavier comme moi-même, tout ce qui est information cachée, c'est pas forcément les trucs qu'on préfère, même si Xavier est encore plus comment dire, récalcitrant sur les choses que moi, on a quand même pu beaucoup apprécier Fractured Sky. Ensuite, en point négatif, Xavier a mentionné l'ADA, ça c'est purement subjectif. J'ai rien contre le plateau, bien évidemment contre les miniatures, etc. Xavier non plus, d'ailleurs les miniatures, etc. lui plaisent beaucoup. Tout ce qui est plateau personnel, ça lui plaît beaucoup. En revanche, le plateau, la direction artistique de manière générale, les factions, et là pour le coup je suis d'accord, les factions c'est assez kitsch, je suis pas très très fan du graphisme, mais en même temps, il n'y a aucune asymétrie. Donc c'est pas forcément très gênant, on s'en fout, on regarde à peine l'image, c'est juste un écran pour cacher nos pions. Donc du coup, l'ADA, ça peut plaire ou pas plaire, mais ça reste très très subjectif, encore une fois.
Je parlais de faction moi également pour mentionner le fait qu'il n'y a pas d'asymétrie et qu'en gros on s'en fout un petit peu de notre faction. Et de fait, oui, on s'en fout de notre faction. Et c'est un petit peu dommage parce qu'il pourrait y avoir une légère asymétrie dans le jeu, ça le rendrait potentiellement un peu plus intéressant également parce que pour l'instant, moi je prends beaucoup de plaisir sur Fractured Sky, mais en réalité, vous avez assez peu d'actions jouables. Il y a certes beaucoup de missions potentielles qui vont sortir pas forcément dans le même ordre, partie après partie, donc ça va très bien, mais fondamentalement, on va quand même plus ou moins s'orienter sur une stratégie assez similaire de partie en partie. Bien sûr, les marchés qui vous permettent d'obtenir plus de ressources vont être placés assez rapidement pour pouvoir en tirer l'usufruit, bien évidemment. Les forteresses vont être un peu plus galères, mais on va essayer de les construire à mi-partie également. Donc, bon, il y a des choses qu'on va faire de manière assez similaire d'une partie à l'autre. Donc on peut se poser légitimement la question de la rejouabilité. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'avoir un petit peu d'asymétrie, ça aurait pu être assez sympatoche quand même. Ensuite, je reprends les notes de Xavier parce que bon, j'ai pas la mémoire de deux personnes quand même, j'ai déjà pas de mémoire pour une personne, donc vous vous doutez bien que pour deux c'est encore autre chose. Ah oui, le plateau, c'est vrai. Le plateau qui se trouve ici, donc vous le voyez, on peut retirer une partie du plateau. Et le pourquoi ne trouve pas de réponse. Ça aurait pu être vachement plus sympa si ça avait tout simplement été collé à même le plateau. Là, ça se retire, ça peut être vaguement chiant, ça peut bouger un petit peu sur la façon dont vous allez enclencher les cartes dedans, ça va mal se mettre, etc. Bon, ça c'est vraiment pas très important, mais c'est quand même un tout petit peu chiant malgré tout. Également, un point que j'avais mentionné de mon côté, c'est que les missions communes que vous voyez ici, donc il y en aura toujours 5 à chaque partie, vous pourrez en prendre connaissance même de la dernière au tout premier tour si c'est votre truc, c'est pas un problème, elles sont pas toujours gratifiantes, elles peuvent même parfois vous punir pour avoir fait quelque chose de bien, et ça c'est quand même un peu dommage. Par exemple, lors de ma dernière partie avec Xavier, j'étais au 3e tour, je me suis dit, je vais prévoir un petit peu sur le long terme la dernière mission, donc du dernier tour, je regarde, il s'agit d'avoir moins de bâtiments construits que les autres joueurs autour de la table, or j'en avais déjà 3 de plus que Xavier, j'étais quasiment sûr de perdre, alors que pourtant j'avais fait les efforts pour placer des bâtiments plus que Xavier, ce qui réclame bien sûr des ressources, des efforts, de la prise de risque, et du coup, ne pas être récompensé, mais être même plus que ça puni, c'est quand même un petit peu dommage, c'est un petit peu frustrant. Et vous aurez quelques petits trucs par-ci par-là de temps à autre, en fonction de la sortie des cartes, de l'ordre de sortie des cartes. Parfois, vous aurez des tours où, par exemple, personne n'a été vérifié ce qui trouvait au 3e emplacement des éclats d'étoiles cachés, et par pure coïncidence, parce que vous souhaitiez avoir des ressources ici, vous vous y êtes mis sans savoir qu'il y aurait potentiellement aussi un éclat d'étoiles, et bien vous allez en bénéficier sans avoir fait un quelconque effort pour. C'est bien sûr une sorte de gestion, de prise de risque, etc. bien évidemment, donc ça peut se justifier, mais parfois ça peut être frustrant pour vous comme pour les autres joueurs. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Ensuite, au-delà de ça, je pense que pour ce qui est de ce qui pourrait ne pas vous plaire à vous, mais qui nous aura dérangé, fondamentalement, l'aspect de jouer avec un automa quand on joue à deux, ça peut toujours en déranger certains, je le comprends, même si encore une fois l'automa marche plutôt très bien, qu'il se gère assez facilement, ça nous a personnellement pas dérangé des masses, mais c'est vrai, encore une fois, je reste persuadé que à 3, 4, 5 joueurs physiques, ce sera quand même plus agréable, qu'il y aura plus de tension, et peut-être également plus de mind game, c'est quand même un peu au cœur du jeu également. Voilà. C'est à peu près tout pour ce qui est des points entre guillemets négatifs pour nous et qui pourraient également potentiellement ne pas vous plaire. Donc pour faire un petit bilan pour ce qui est de Fractured Sky, et on est quand même sur une très belle réussite et une belle surprise. Je dois avouer que c'était le seul jeu de la gamme de Ivy Studio à ce jour qui ne m'attirait pas, parce que, encore une fois, l'ADA, c'était pas mon fort, en plus d'avoir des informations cachées, qui est pas un truc que j'apprécie outre mesure, même si j'ai rien contre fondamentalement. Et puis en fait, encore une fois, la patte Ivy Studio de, on va prendre des trucs que vous connaissez, mais avec plusieurs petits twists par-ci par-là, quelques petites subtilités, on va en faire un jeu radicalement différent, et ça prend encore, la sauce prend bien. Fractured Sky est vraiment super agréable à jouer, il y a quelques petits trucs qui pourrait être amélioré, mais en même temps c'est aussi peut-être l'objet de la campagne sur laquelle vous regardez peut-être cette vidéo actuellement, je ne sais pas, puisqu'elle fait l'objet d'une petite extension intitulée Rift, qui viendra donc modifier un petit peu le jeu de cela. Est-ce que ça viendra traiter certains des petits points négatifs, subjectivement négatifs, que je viens de souligner? Peut-être bien, donc à surveiller.
Pour l'instant, on a bien évidemment, nous, de notre côté, pas pu tester l'extension, donc il faudra voir un petit peu ce qu'elle apporte. Mais encore une fois, un jeu hyper agréable, même à 2 joueurs, même si fondamentalement, je reste persuadé qu'à 3, 4, 5 physiques, ce sera quand même plus sympatoche, avec une qualité de production énorme, une facilité d'accès vraiment intéressante également, qui en fait un jeu facile à sortir, avec en plus de ça, une ergonomie au niveau du rangement super pratique également. Donc voilà, que du bon, même si, bien sûr, quelques petits côtés qui nous plaisent un petit peu moins, comme à l'accoutumée, j'ai envie de dire. Voilà, c'est tout pour notre review de Fractured Sky. J'espère qu'elle vous aura apporté les informations dont vous avez besoin pour vous faire un premier avis. Et puis pour ceux qui voudraient en savoir plus, n'hésitez pas à aller regarder notre Expli Party. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très prochainement sur la chaîne des Ludovores. D'ici là, jouez bien, portez-vous bien et à la prochaine.